David Ruffin est un chanteur très talentueux et charismatique qui possède l'un des plus beaux baritones de tous les temps. Cependant, malgré son immense talent, sa carrière et sa vie ont été marquées par la tourmente et les difficultés depuis le tout début. Récemment, David Ruffin a avoué qu'il la détestait. Qui est-elle? Quelle est la raison de cette haine? Nous allons le découvrir. Mais avant d'en arriver là, il convient de se pencher plus en détail sur sa première vie afin de mieux comprendre les facteurs qui ont contribué à faire de lui la personne qu'il est devenu par la suite. Les jeunes années Davis Eli Ruffin est le nom exact de David Ruffin lorsqu'il naît le 18 janvier 1941 dans l'État du Mississippi. Ses deux parents s'appelaient Ruffin. Son père était un prêtre du nom d'Elias Ruffin et sa mère s'appelait Ophelia Ruffin. Le père de David était une personne très stricte et il lui est arrivé de recourir à la violence physique et d'abuser physiquement de ses enfants. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles David a eu une éducation difficile, et c'est l'une d'entre elles. La deuxième raison est que sa mère est décédée tragiquement en 1941, à peine 10 mois après sa naissance, à la suite de problèmes survenus lors de l'accouchement. David et ses frères ont donc été privés de leur mère à un moment extrêmement important de leur vie. En 1942, son père se remarie, cette fois avec une institutrice nommée Earlene, qui deviendra plus tard leur belle-mère. Ce mariage a eu lieu en 1942. David a été initié à la musique dès son plus jeune âge et a grandi dans une famille de musiciens. David, ainsi que ses frères aînés Quincy et Jimmy et sa sœur Rihanna May, ont participé à un groupe de gospel familial dirigé par leur père biologique et leur belle-mère pendant toute leur enfance. La musique gospel a été jouée à diverses occasions pendant que la famille parcourait le pays ensemble. Le fait qu'ils aient pu faire la première partie d'artistes de gospel bien connus comme Mahalia Jackson et les Five Blind, Boys of Mississippi a permis à David d'expérimenter très tôt ce que c'était que d'être sur la route et de jouer devant un public. Le fait de chanter est devenu une partie importante de sa vie et il était impatient de monter sur scène chaque fois qu'il en avait l'occasion. Nous sommes en 1955 et David a 14 ans lorsqu'il décide de quitter la maison familiale. Un prédicateur du nom d'Eddie Bush, qui deviendra plus tard son tuteur, le prend sous son aile et devient son professeur. Après cela, ils se sont installés à Memphis, dans le Tennessee, où David avait d'abord l'intention de faire carrière dans l'Église. Sa passion pour la musique, en revanche, est restée inébranlable. L'année suivante, alors que David a 15 ans, il déménage à nouveau, cette fois à Hot Springs, dans l'Arkansas, avec l'artiste de jazz Phineas Newborn Sr., sous le nom de scène de Little David Bush. Il se produit au 50 Grand Ballroom and Casino lorsqu'il y est. Pour subvenir à ses besoins, il continue à participer à des manifestations de talent et travaille même avec des chevaux dans un club de jockey. Après le départ de Johnny Taylor, le principal chanteur du groupe, David rejoint un groupe nommé Dixie Nightingales et chante également avec les Soul Stirrers pendant une courte période. Ces deux événements se sont produits pendant cette période. Ensuite, à l'âge de 16 ans, il s'installe à Détroit, dans le Michigan, avec l'aide d'Eddie Bush et de Dorothy Helen, qui étaient mariés à Eddie Bush. Il y rejoint son frère Jimmy, qui travaille à la Ford Motor Company tout en essayant de faire carrière dans la musique. Jimmy tentait lui aussi de faire carrière dans la musique. Au début de sa carrière, David Ruffin a commencé à entrer dans le monde de la musique professionnelle en s'installant à Détroit avec la famille Bush. Bien qu'il ne soit là que depuis peu, il décide d'enregistrer ses deux premières chansons, intitulées Believe Me at You and I. Ces chansons sont publiées sous le nom de Little David Bush, car il voulait utiliser le nom de famille de la famille avec laquelle il vivait à l'époque où ces chansons ont été publiées. L'année suivante, en 1957, David entre en contact avec Barry Gordy Jr., un simple compositeur qui aspire à créer sa propre maison de disques. David finit par vivre avec le père de Gordy, qui était entrepreneur à l'époque, et il l'aida même à construire un bâtiment. Le père de Gordy était entouré de son fils. Le siège de Tamla Records de Gordy, qui sera plus tard rebaptisé Motown Records, sera finalement situé dans cette structure, qui prendra le nom de Hitsville, USA. En outre, Jimmy Ruffin, le frère aîné de David, s'associe à l'entreprise de Gordy et signe avec Tamla's Miracle Records. Cela s'est produit à peu près à la même époque. Marvin Gaye,
qui était également un jeune chanteur avec de grands objectifs à l'époque, travaillait avec David pendant cette période. David travaillait avec Marvin Gaye. Tous deux ont débuté dans l'industrie musicale en travaillant comme apprentis chez Anna Records, une maison de disques détenue et dirigée par Gwen Gordy Fuqua, la sœur de Berry Gordy, et Billy Davis, qui était également son partenaire pour l'écriture des chansons. David a poursuivi sa carrière musicale en rejoignant The Voice Masters, un groupe de doo-wop, en tant que chanteur et batteur. Il s'agit d'une étape importante dans son développement musical. Les titres I'm in Love et One of These Days font partie des morceaux qu'il a enregistrés avec eux. D'autres personnes qualifiées font également partie de cet ensemble, notamment des membres de The Originals ainsi que Lamont Dozier, qui deviendra par la suite producteur pour Motown Entertainment. David Franklin parlait souvent de Melvin Franklin, qui allait plus tard rejoindre The Temptations et était membre de The Voice Masters, comme d'un cousin. Melvin Franklin a en effet été membre de The Voice Masters à plusieurs reprises. Néanmoins, le travail solo de David pendant cette période n'a pas connu un grand succès, bien qu'il ait signé avec Anna Records en tant qu'artiste solo. Malgré cela, la vie de David commence à changer lorsqu'il fait la connaissance d'un groupe local, The Temptations, qui commence tout juste à s'imposer comme une force musicale légitime. Lors de la tournée Motortown Revue à laquelle il participait avec les Temptations, son frère aîné Jimmy a dit à David que le groupe cherchait quelqu'un pour chanter au ténor dans le groupe. L'attention de David a été piquée par cette information et il a fait part de son souhait de devenir membre du groupe à Otis Williams, qui était également un membre fondateur des Temptations et qui vivait à Détroit à l'époque. En janvier 1964, David rejoint officiellement les Temptations lorsque le groupe décide de se séparer d'Elbridge Al Bryant, l'un des membres fondateurs du groupe. Les Temptations ont joué un rôle important dans sa carrière. Au début de sa carrière au sein des Temptations, David Ruffin était principalement chargé de chanter en arrière-plan. Eddie Kendricks et Paul Williams étaient, eux, responsables des chants principaux. David a eu quelques occasions de chanter en tant que chanteur principal au début de son séjour dans le groupe. Ces opportunités se présentaient parfois lors de concerts et parfois en studio. Cependant, les chansons qu'il a interprétées en studio n'ont pas été publiées avant plus d'un an car, à l'époque, elles n'étaient pas jugées suffisamment bonnes pour mettre en valeur sa voix. C'est à cette époque que Smokey Robinson, responsable de la production et de la coécriture de la majorité des chansons des Temptations, s'est rendu compte que David possédait une voix incomparable. Comme David possède une voix à la fois douce et bourrue, il est considéré comme un géant endormi au sein du groupe. Pour cette raison, Robinson avait l'impression que chaque fois qu'il parvenait à composer la chanson idéale qui convenait parfaitement à la voix de David, celle-ci devenait immédiatement un grand succès. D'une part, la chanson devait être quelque chose que David pouvait chanter avec assurance, mais d'autre part, elle devait être à la fois belle et mélodieuse. Après un certain temps, la vision de Robinson se réalise enfin lorsqu'il compose la chanson My Girl. En novembre 1964, les Temptations enregistrent la chanson et, environ un mois plus tard, elle est mise à la disposition du public. En 1965, la chanson My Girl devient le premier single du groupe à atteindre la première place, garantissant ainsi qu'ils feront à jamais partie des annales de l'histoire de la musique. L'ascension de David au poste de chanteur principal et de leader du groupe est reconnue par la chanson, qui devient non seulement leur signature, mais représente également l'ascension de David à ce poste. Après le succès de My Girl, les Temptations ont créé une poignée d'autres chansons à succès, David étant le chanteur principal de chacune d'entre elles. Des chansons telles que It's Growing, Since I Lost My Baby, Ain't Too Proud to Beg et bien d'autres figurent dans cette collection. De plus, en 1967, David a collaboré avec Eddie Kendricks pour créer une chanson intitulée You're My Everything, qui est devenue un succès. David a également participé au chant principal de cette chanson. Grâce à ses performances passionnées et dramatiques sur scène, David s'est rapidement fait une réputation. Il est rapidement devenu le favori du public des Temptations grâce à sa puissante présence sur scène et à sa voix émotive, qui ont conquis les fans en très peu de temps.
David est à l'origine du célèbre pied de micro à 4 têtes du groupe, qui est considéré comme l'une de ses contributions les plus inventives au groupe. Grâce à ce pied, chaque membre du groupe pouvait chanter et exécuter ses mouvements de danse sans avoir à se rassembler autour d'un seul microphone. Cela leur donne une plus grande flexibilité sur scène, tandis que le chanteur principal utilise un microphone séparé. Cependant, en 1967, David commence à avoir des problèmes personnels, ce qui a un impact sur sa relation avec le groupe. Et so, bien qu'il ait atteint la célébrité et la popularité, c'est à cause de sa dépendance aux narcotiques illicites, principalement la cocaïne, qu'il n'a pas pu assister aux répétitions et aux représentations. En outre, David a commencé à prendre ses distances avec les autres membres des Temptations pendant cette période. Au lieu de voyager avec le groupe, il décide de voyager avec sa fiancée dans une limousine spécialement conçue pour eux. La porte de la voiture était peinte avec une image de ses lunettes noires caractéristiques. Par la suite, David a commencé à croire qu'il devait également être le point central des Temptations. Cette croyance a commencé lorsque les Supremes se sont rebaptisés Diana Ross and the Supremes au début de l'année 1967. Selon lui, c'est la raison pour laquelle il a insisté pour que le nom du groupe soit changé en David Ruffin and the Temptations. À cause de ce désir, David et Otis Williams, considérés comme les véritables leaders et initiateurs de l'organisation, se retrouvent dans un état de stress et de conflit l'un avec l'autre. Les attentes toujours plus grandes de David ont posé des défis importants aux Temptations, qui tentaient de maintenir leur popularité dans l'environnement actuel. Un autre facteur qui a contribué aux frictions au sein du groupe The Temptations est l'ego de David, qui ne cesse de croître. En outre, il a commencé à s'inquiéter des dossiers financiers de l'organisation en demandant une comptabilité complète de leurs bénéfices. David et Barry Gordy, qui dirigeait Motown Records et était responsable de l'administration du groupe, ont donc vu les frictions s'accroître entre eux. La situation a atteint un point de non-retour au mois de juin 1968. Les autres membres des Temptations estiment que David est allé trop loin, lorsqu'il ne s'est pas présenté à un concert qui devait avoir lieu le 22 juin à Cleveland, dans l'Ohio. David a pris la décision de se rendre à un événement où sa nouvelle petite amie se produisait sur scène plutôt que de chanter avec le groupe. Les Temptations décident alors de licencier David le 27 juin 1968. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le groupe. Par la suite, David fut remplacé par un chanteur du nom de Dennis Edwards. Dennis Edwards était un ancien membre des Contours et un ami de David et des autres membres des Temptations. Il est important de noter que David, en fait, a directement incité Edwards à prendre sa place dans le groupe dès le début du processus. David, quant à lui, a très vite commencé à se présenter à l'improviste au concert des Temptations, ce qui s'est produit pendant les premiers jours d'Edwards au sein du groupe. Lorsqu'ils interprétaient des chansons de l'époque où David était le chanteur principal, comme Ain't Too Proud to Beg ou My Girl, il montait soudain sur scène, prenait le micro d'Edwards et prenait le contrôle de la performance. Cela se produit à chaque fois qu'ils interprètent une chanson en particulier. Même si ces performances inattendues étaient désagréables pour le groupe, les fans les adoraient. Après cela, en octobre 1968, David a intenté un procès contre Motown Records, demandant à être libéré de son contrat avec le label et demandant qu'une comptabilité de ses revenus soit fournie. Motown réagit en lançant une contre-attaque pour empêcher David de quitter l'entreprise. Après un certain temps, les deux parties sont parvenues à se mettre d'accord. Selon les termes de l'accord, David était tenu de continuer à travailler pour Motown jusqu'à la fin de son premier contrat. Le fait que David ait rejoint la Motown en tant qu'artiste solo et qu'il ait bénéficié d'un contrat distinct de celui des autres membres des Temptations est un autre détail à ne pas négliger. Des facteurs importants ont conduit aux problèmes internes qui se sont produits au sein de l'organisation. Et l'un de ces facteurs était cette configuration distincte. La chanson qui a marqué le début de la carrière de David en tant qu'artiste solo a été composée en pensant aux Temptations dès le départ. Il a sorti sa première chanson en solo, intitulée My Whole World Ended, et c'était son premier disque. En 1969, la chanson fait son apparition sur un album qui porte le même nom que la chanson elle-même. Après ce début réussi,
Les débuts de la carrière solo de David sont très prometteurs, mais tout ne se passe pas comme prévu. Son troisième album, intitulé Simply David et enregistré entre 1961 et 1971, n'a pas été publié par Motown pour une raison quelconque, bien qu'il ait été enregistré pendant cette période. Le film n'a été mis à la disposition du public qu'en 2004, soit plus de 3 décennies après sa sortie initiale. Par la suite, en 1970, David a décidé de collaborer avec son frère Jimmy pour créer un album intitulé I Am My Brother's Keeper. Les chansons When My Love Hand Comes Tumbling Down et Your Love Was Worth Waiting For sont des exemples de chansons qui ont été publiées à la suite de ce projet. Néanmoins, après l'achèvement de cette coopération, la production de nouvelles compositions de David s'est considérablement ralentie. Ce n'est qu'en 1973 qu'il publie l'album qu'il a intitulé lui-même et qui est son premier album officiel chez Motown Recording Company. Bien que la carrière solo de David ait d'abord été couronnée de succès, sa célébrité a commencé à décliner. Cela est dû en partie à ses problèmes de toxicomanie, mais aussi au fait que la Motown ne lui a pas apporté une aide significative. En raison de ces problèmes, il lui était difficile de maintenir l'élan qu'il avait établi avec ses chansons précédentes. Néanmoins, la publication de Walk Away From Love en 1975 est à l'origine de l'un des plus grands succès en solo que David ait jamais connu. La chanson, qui a été produite par Van McCoy, a fini par être son dernier succès dans le top 10, et elle a atteint la 9e place dans les charts pop aux États-Unis. In Outer, c'est la seule apparition de David en solo dans les hit parades du Royaume-Uni, où elle atteint sa plus haute position, à savoir 10, dans les premiers mois de 1976. En février 1977, David a reçu un disque d'or de la REAA pour sa chanson Walk Away From Love, qui a été l'apogée de sa carrière solo. La chanson s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Tout au long de sa carrière d'artiste solo, David a enregistré plusieurs autres titres remarquables. I Lost Everything I've Ever Loved, sorti en 1969, suivi de I'm So Glad I Fell For You, influencé par la musique gospel. Puis de Blood Donors Needed, sorti en 1970. Ensuite, David a publié Common Man en 1973. Cependant, la chanson n'a pas été très remarquée jusqu'à ce qu'elle soit échantillonnée dans la chanson Never Change de Jay-Z, qui a été publiée en 2001. Après cela, en 1977, il se sépare entièrement de la Motown et reprend sa carrière dans l'industrie musicale en obtenant un contrat avec Warner Bros. Records. Avec eux, il contribue à la publication de 2 albums, So Soon We Change en 1979 et Gentleman Ruffin en 1981. Néanmoins, après la sortie de ces 2 albums, David décide de se tourner à nouveau vers une nouvelle maison de disques, cette fois-ci RCA Records, et de signer un contrat avec elle. En 1982, un événement intriguant se produit. Après avoir décidé de faire une tournée de retrouvailles, les Temptations ont contacté David Ruffin et Eddie Kendricks, les invitant à rejoindre le groupe et à collaborer à l'enregistrement d'un album intitulé Reunion. In Outer, ils ont annoncé qu'ils allaient entamer une tournée promotionnelle. Même si les fans s'en réjouissaient, David ayant toujours des problèmes de toxicomanie, il a commencé à manquer des concerts les uns après les autres, ce qui a valu au groupe une amende de plusieurs milliers de dollars. Le groupe se voit alors infliger une amende de plusieurs milliers de dollars, car David est toujours en proie à la toxicomanie. Otis Williams décide de mettre fin à l'adhésion de David à l'organisation pour la 2e et dernière fois. À peu près au même moment, Eddie Kendricks est également démis de ses fonctions au sein des Temptations. En raison du fait qu'il a détruit sa voix au cours de nombreuses années de tabagisme intensif, il ne peut plus chanter aussi bien que par le passé, et Otis ne peut tout simplement plus s'en accommoder. En conséquence, David et Eddie quittent les Temptations au moment de Noël 1982. Néanmoins, David et Eddie ont décidé d'unir leurs forces et de continuer à enregistrer de la musique à 2 après avoir été renvoyés du groupe en 1985. Ils ont également commencé à voyager ensemble après avoir pris cette décision. On leur demande de se produire avec Hall & Oates pour la réouverture de l'Apollo Theater à New York City la même année, ce qui leur permet de se faire remarquer par Hall & Oates, qui sont depuis longtemps des fans enthousiastes des Temptations.
Le concert a été chaleureusement apprécié par le public, et il a également été publié en tant qu'enregistrement live populaire de leur performance. In Outer, David et Eddie ont rejoint Hall et Oates sur scène lors de l'événement Live Aid qui a eu lieu le 13 juillet 1985. Cette prestation s'ajoutait à leur apparition à l'Apollo. Ils se sont réunis pour jouer un pot-pourri de chansons des Temptations, ce qui a rendu le public fou de joie. Ensuite, à la fin de l'année, Hall et Oates ont produit un medley en direct avec David et Eddie, qui comprenait une poignée de leurs chansons les plus connues. Ce pot-pourri a connu un succès retentissant et s'est retrouvé en tête de plusieurs listes de chansons populaires. In Outer, David a reçu sa première et unique nomination aux Grammy Awards grâce à cette réalisation. La triste réalité est que leur partenariat n'a pas duré, bien qu'il ait été extrêmement fructueux. Les années suivantes, John Oates compose une chanson qui devient un petit succès pour David et Eddie. Cependant, des problèmes surgissent entre les deux, prétendument en raison des inquiétudes de Daryl Hall concernant la consommation excessive d'alcool et de drogues de David. Il en résulte un désaccord entre les deux. Après cela, en 1989, le Rock and Roll Hall of Fame a rendu hommage à tous les membres originaux des Temptations, y compris David, en les intronisant tous. Les frères Edwards, David, Eddie et Dennis ont commencé à voyager et à enregistrer ensemble après avoir reçu cette distinction. C'est l'un des plus gros revenus qu'ils ont obtenus dans leur carrière post-Temptations lorsqu'ils se sont lancés dans une tournée réussie en Angleterre qui a duré 1 mois et leur a rapporté environ 300 000 $. Ce voyage a été l'un des plus rentables de leur histoire. Parmi les problèmes qu'il s'est causés tout au long de sa vie, David était un individu très désordonné et, au cours de sa vie, il a pu se mettre dans un nombre considérable de problèmes et de difficultés. Cependant, sa toxicomanie était sans aucun doute le problème principal et le plus important auquel il était confronté. Dès qu'il est devenu célèbre, son ego a pris le dessus et il est rapidement devenu dépendant d'une grande variété de substances illicites. Cela a finalement conduit à la destruction de sa carrière et de sa vie personnelle. D'autre part, David a fait un effort pour obtenir de l'aide pour sa toxicomanie en 1967. Cependant, il a rapidement rechuté à la fin du traitement, ce qui a marqué le début d'un long combat qu'il a mené contre la toxicomanie. Tout au long de sa vie, il a connu plusieurs problèmes juridiques et des démêlés avec la justice en raison de sa lutte contre les pulsions illégales. En 1978, alors qu'il participe à une fête d'anniversaire, David est confronté à un autre incident au cours duquel il a des problèmes avec les autorités. Après avoir refusé d'obtempérer aux demandes répétées de la police de quitter les lieux, il a été placé en garde à vue pour conduite inappropriée en public. Mais l'affaire s'aggrave lorsqu'on apprend qu'il a proféré des menaces à l'encontre des forces de l'ordre et de leurs familles alors qu'il était escorté en prison. Puis, en 1982, quelques années plus tard, il a été confronté à des allégations plus graves. Dans l'État de l'Indiana, il a été condamné à une peine de 6 mois de prison et à une amende de 5 000 $. Cependant, bien que David ait été condamné à 6 mois de prison, il n'a passé que 4 mois avant d'être libéré prématurément pour bonne conduite. La peine d'emprisonnement a été prononcée parce que David n'a pas payé plus de 310 000 $ d'impôts entre 1975 et 1977. David a ensuite plaidé non coupable à une accusation d'obtention et de dissimulation d'un pistolet Colt de calibre 32 en 1986. Cela s'est produit après quelques années au cours desquelles il n'a été accusé d'aucun crime. Dans son plaidoyer de non-contestation, il n'a pas avoué sa culpabilité, mais a plutôt accepté la peine qui lui a été infligée. Il a dû payer 100 $ de frais de justice en plus de la peine de 50 $ qui lui a été infligée. Une autre série d'accusations liées à l'agression a été retirée. Cependant, ses problèmes juridiques ne s'arrêtent pas là. En juillet 1987, il est placé en détention après l'exécution d'un mandat de perquisition dans une résidence de la ville de Détroit. Le chef d'accusation retenu contre lui est la possession illégale de drogue avec l'intention de les distribuer. David a versé une caution de 1 500 $ et a été libéré. Le tribunal a jugé qu'il avait consommé la substance illicite et l'a donc condamné à 2 ans de mise à l'épreuve et à 50 jours de travaux d'intérêt général.
Cette peine lui a été imposée bien qu'il ait été finalement déclaré non coupable de possession. Tammy Terrell est le sujet de sa vie sentimentale et de sa relation. Tout comme le reste de la vie de David était chaotique, sa vie sentimentale était également tumultueuse. Les deux mariages qu'il a eus étaient tous deux légaux. En 1961, il s'est marié pour la première fois avec une femme qui s'appelait Sandra Barnes. Nedra. Cheryl et Kimberly sont les noms des trois filles qu'ils ont eues ensemble lorsqu'ils étaient mariés. Ils étaient très jeunes lorsqu'ils se sont mariés. Par ailleurs, après un certain temps, il s'est rendu compte que sa femme ne lui suffisait pas et il a commencé à la tromper avec d'autres femmes. An outer. Il était le père d'un enfant avec sa petite amie de longue date, Jenna Sapia. Elle aurait ignoré qu'il était déjà marié lors de leur première rencontre en 1964. À sa naissance, l'enfant s'appelle David E. Sapia, mais David finit par changer le nom de leur bébé en David Ely Ruffin Jr. Pendant quelques années, il vit avec elle et son fils dans la même maison. Plus tard, Jenna publiera un livre sur lui, dans lequel elle révélera la conduite violente et l'adultère de David. Par la suite, en 1976, David se remarie, cette fois avec une autre femme nommée Joy Hamilton. Il l'a demandée en mariage après qu'ils se soient fréquentés pendant 1 an. Mais ils n'ont été mariés que 3 mois avant de divorcer. Ils avaient été ensemble pendant tout ce temps. Malgré cela, la relation qu'il a eue avec Tammy Terrell est sans aucun doute la plus tristement célèbre de toutes. Alors qu'ils étaient en tournée en 1966, en tant que membres de la Motown Revue, ils ont fait connaissance. In an instant, David a réussi à la captiver complètement, et elle est tombée éperdument amoureuse de lui dès le début. Elle ignorait qu'il avait déjà une relation avec son autre petite amie, Jenna, et qu'elle était enceinte de lui. Mais il donnait l'impression de l'aimer aussi. Tammy était la seule à ignorer son mariage et les 3 enfants qu'il avait eus avec sa femme dans sa ville natale. Son autre petite amie n'était pas non plus au courant de ces informations. Dans son esprit, David était entièrement à elle, et elle ignorait tout des autres femmes qui faisaient partie de sa vie. D'un autre côté, au fur et à mesure que sa toxicomanie s'aggravait, il a commencé à la mépriser, elle et toutes les autres femmes. Il a commencé à la mépriser, ainsi que tout ce qu'elle faisait, et même tout ce qu'elle faisait. Même s'ils se disputaient sans cesse et que leurs disputes devenaient souvent violentes, Tammy s'efforçait de dissimuler le fait qu'il l'avait maltraitée et pensait qu'il pourrait changer après un certain temps. À ce moment-là, David l'a demandé en mariage de manière inattendue et l'a invité à l'épouser. David décide néanmoins de demander Tammy en mariage, bien qu'il semble ne pas supporter d'être dans la même pièce qu'elle. Dans un premier temps, elle est très heureuse et répond positivement à la demande en mariage. Cependant, quelques jours plus tard, elle a appris qu'il était marié et qu'il avait une autre petite amie. Elle a été choquée par cette information. Ce fait l'a complètement dévastée et lui a brisé le cœur. Cependant, malgré son cœur brisé, elle n'avait pas encore la confiance nécessaire pour rompre tout ce qu'elle avait vécu avec lui, malgré tous les mensonges qu'il lui a racontés et toute la cruauté qu'elle a subie de sa part. Elle ne pouvait cesser de l'aimer. En revanche, quelques mois plus tard, ils se sont disputés à l'extérieur pour une raison ou une autre. La colère de David envers elle a atteint un tel niveau qu'il est descendu de sa moto, a enlevé son casque et l'a frappé au visage avec. Elle a tellement souffert qu'elle a décidé de mettre fin à sa relation avec lui parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Décès le 1er juin 1991. David Ruffin meurt d'une overdose accidentelle de cocaïne. David aurait été retrouvé inconscient dans la rue, devant une maison de Philadelphie où l'on vendait des drogues illégales. Selon la police, il s'y était rendu avec son ami Donald Brown, et lorsque David s'est évanoui, Donald l'a rapidement mis dans sa voiture et l'a emmené à l'hôpital. David a été transporté à l'hôpital. Cependant, les efforts pour le réanimer ont été vains et il a été déclaré mort le soir même. Les médecins de la salle d'urgence ont passé environ 1 heure à essayer de le sauver. David est enterré au cimetière de Woodlawn, à Detroit, et son enterrement a eu lieu à l'église baptiste de New Bethel. Que pensez-vous de cet artiste talentueux, mais aussi extrêmement tristement célèbre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes.
Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.